Bonjour Corinne Rebaud. Bonjour Martine. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'oralité, justement, ça tombe bien puisqu'on papote. Mais qu'en est-il dans ton nouvel ouvrage? Alors, mon nouvel ouvrage intitulé De l'oralité à l'écrit en Polynésie, et je commence la période à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Donc, j'ai choisi ce thème car je l'avais déjà abordé à travers d'un certain nombre de mes livres, et tout particulièrement le passage de la coutume à la loi en Polynésie. Je l'avais complété par les voyages des différents explorateurs parce qu'à chaque fois, ils étaient confrontés à des peuples de l'oralité. Et donc, j'ai souhaité réaliser cet ouvrage-là. Donc, je le traite en 3 parties. La première partie, ce sont des considérations sur l'oralité, sur le fait que les Polynésiens avaient tous les éléments pour écrire, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, je m'interroge sur cette Pourquoi? question. Pourquoi il n'y Voilà. avait pas d'écriture, de traces écrites? Pourquoi? Parce qu'ils écrivaient sur leur corps, donc c'était le tatouage, ils écrivaient en quelque sorte l'histoire de leur vie sur leur corps, mais le support était très, disons qu'il n'allait pas durer une éternité. Donc, c'était un support qui était passager. Et ensuite, eh bien, chacun écrivait les, les ép- les étapes de sa vie sur son corps à travers le tatouage, En fait, ils écrivaient leur biographie. en quelque sorte. Mais souvent, quand on écrit, c'est pour que ça dure, c'est pour la postérité, c'est pour les autres, c'est pour le futur aussi. Et là, eux écrivaient, semble-t-il, d'après ce qu'on sait, écrivaient des événements en plus que des appartenances à des clans, à des groupes de personnes, hein, mais visiblement, ils écrivaient aussi certains événements de leur vie sur leur corps. Comme des rites de Mais passage ou voilà, des combats ou des enfants à naître. exactement. Je pense que d'après tout ce que l'on sait sur la question, ils écrivaient des moments importants de leur vie, mais tout en sachant que ça ne durerait que le temps de leur vie et que ça disparaîtrait avec eux. Et donc, c'est le contraire finalement d'une bibliothèque, puisqu'on va conserver les livres et les classer pour l'éternité, en tout cas pour un certain nombre d'années, de siècles, etc. Tandis que là, on écrivait son histoire et puis on savait qu'elle allait périr en même temps que le corps, mais que d'autres écriraient la leur. Donc, ce n'était pas dans cet objectif-là, visiblement, qu'ils écrivaient. Mais ils avaient les moyens d'écrire. Et ils n'ont pas non plus choisi d'écrire sur du tapa, leur généalogie, les grands événements migratoires, les grands événements de tout un clan, de tout un groupe. Ils ne l'ont pas fait non plus. Parce que Donc, ça restait encore comme un peu la chanson de geste, quoi. Il se probablement. répétait, il racontait les légendes, les histoires. Certains étaient chargés de les raconter aux autres. Alors, en fait, ils racontaient leur histoire, disons, l'histoire des généalogies, etc., mais de façon orale. Hein. C'était le Aerepo qui l'a répété autour du Marae la nuit. Il pouvait y avoir aussi euh, d'autres catégories sociales qui allaient, elles aussi, raconter, décrire des voyages, des pratiques diverses, mais tout ça se faisait de façon orale. Et donc, Et est-ce qu'ils ont été surpris de voir que les Européens, enfin tous ceux qui sont arrivés, les envahisseurs en quelque sorte, avaient de l'écrit? ben, très certainement, ils ont dû l'être quand même parce que ils voient que ces hommes-là écrivent sur du papier qui peut ressembler de loin à leur tapas, mais ils voient qu'ils écrivent sur du papier et ça, quand même, ça les étonne très certainement. Et j'explique aussi dans mon ouvrage que le premier Polynésien qui va écrire, c'est Tupaya.
parce que lors du voyage entre les îles de la Société et la Nouvelle-Zélande, eh bien, le capitaine Cook va lui demander de réaliser la fameuse carte, dite carte de Tupaya. Et donc, pour la première fois, il sera en contact avec l'écrit, avec le papier, etc. Donc, c'est le premier Polynésien qui entre dans l'histoire et aussi dans l'écrit. Et il écrira doublement parce que dans les années 1990, on a retrouvé dans des cartons appartenant à Joseph Banks, on a retrouvé des dessins qui ont été considérés par les experts du British Museum comme étant des dessins réalisés par Tupaya, même s'ils ne sont pas signés. Et donc, il aura écrit doublement au cours de l'année 1769-1770, au cours de ces 2 années-là qu'il aura voyagé avec les Anglais. Eh bien, ce sera la première fois qu'un Polynésien écrira, on va dire, en tout cas un Polynésien des îles de la Société et même probablement de toutes les autres îles, écrira sur du papier et réalisera quelque chose, à la fois une œuvre, disons, cartographique pour la fameuse carte de Tupaya, et puis une œuvre plus disons, artistique à travers les fameux dessins de Tupaya. Donc, il aura été le premier à écrire. Toutefois, les Rapa Nui auront signé, on va dire, un acte d'annexion, donc auront eux aussi écrit sur du papier en 1774 avec les Espagnols à l'île de Pâques. Mais parce qu'on Voilà. pense quand même que… Alors attends, pardon, je t'interromps. La carte, est-ce qu'il y avait des mots écrits? C'est simplement des dessins? Alors, il trace des dessins formant, enfin représentant des îles, et puis il met des noms. Alors, est-ce que c'est lui qui écrit les noms ou plutôt les officiers du bord, etc. C'est une œuvre conjointe parce qu'ensuite, on va beaucoup l'interroger pour la position des îles, etc. Et la position des îles sur la fameuse carte de Tupaya est assez complexe et relève de tout un processus, disons, polynésien qui n'est pas celui des Européens. Mais Alors, malgré une autre tout… question, parce que pour écrire des mots, encore faut-il savoir les lire. Donc, est-ce qu'il avait appris à lire? Non, non, non. Quand il réalise la carte en 1769, il ne sait pas lire. Ça, en aucune manière, il ne sait lire. Et c'est soit les officiers qui lui tiennent la main, soit c'est lui qui dit les noms et les autres qui écrivent. Et très probablement, c'est comme ça que ça s'est réalisé. En revanche, lui a dit des noms et eux les ont écrits. Voilà, ils ont écrit sur sa dictée. Voilà, et il a quand même positionné des îles à sa façon, parce que là, ça ne pouvait absolument pas être la manière des Européens, la manière dont il a positionné les îles, puisque les Européens, les Anglais n'y comprenaient absolument rien. Enfin, vraiment pas grand-chose. Donc, ça ne pouvait pas être les Anglais qui avaient dessiné ça. Ça ne pouvait être que lui. Et d'ailleurs, James Cook le reconnaît en mettant que cette carte est réalisée par Tupaya. Donc, il est passé en quelque sorte de l'abstrait au concret en faisant visualiser l'idée qu'il avait des îles de Polynésie. Voilà, et donc là, c'est le premier à passer de l'oralité à l'écrit d'une certaine manière, à travers la fameuse carte et aussi à travers les dessins. Là, il rentre dans un autre monde. C'est le premier de tous les Polynésiens à aller aussi loin, on va dire, dans cette avancée, ce passage entre l'oralité et l'écrit. Et alors, petite question aussi supplémentaire, puisque les Rapa Nui, on a trouvé des tablettes avec peut-être une écriture un petit peu qui ressemblerait un peu aux hiéroglyphes égyptiens. Est-ce qu'on pourrait le comparer à de l'écriture et est-ce que ça signifie quelque chose? Alors là, il y a une étude très récente de 2020, enfin, qui a été rendue publique en 2020, sur des chercheurs qui ont étudié une de ces tablettes, c'est la tablette de Berlin, et enfin qui s'est retrouvée à Berlin, on va dire,
Et cette tablette, disons, analysée de façon extrêmement pointue avec tous les appareils dont on dispose actuellement, et j'en parle justement dans mon livre, puisque c'était une découverte tout à fait récente, eh bien, il apparaîtrait, d'après leurs recherches, que ces tablettes, au moins celle de Berlin, mais les autres lui ressemblent étrangement, auraient été réalisées entre le début et le milieu du 19e siècle, ce qui porte beaucoup à réflexion, parce que ce qu'on croyait dater de toute éternité, ou au moins de très très longtemps, semblerait n'avoir été réalisé qu'au cours du 19e siècle, et encore dans une période assez courte qui ne dépasse pas les années 1870. Donc là, on peut aussi se poser la question sur le fait qu'ils ont vu des Européens écrire et que peut-être ils ont voulu eux aussi graver des choses. En tous les cas, tout cela reste en suspens, mais l'étude scientifique de la tablette de Berlin apporte cette nouveauté, on va dire, que la tablette, en tout cas examinée, est de date finalement très récente. Et donc, ça relance l'interrogation, le débat, la réflexion sur tout le marché du curios qui a lieu dans le Pacifique au cours du 19e siècle. Alors, en fait, ils se seraient mis à écrire à leur façon, à la façon Pasquale, après avoir vu des Européens écrire, peut-être. En tout cas, C'est la c'est question qui est posée. l'hypothèse, voilà, c'est l'hypothèse qu'émet le chercheur qui a rendu public cette étude. Donc, toujours pas de réponse. Et malheureusement, il n'y a pas de trace écrite. C'est ça le problème. Alors, en fait, la réponse, elle est quand même par une analyse très pointue de la qualité du bois. Donc, j'explique tout ça dans le livre en fonction de ce que j'ai pu recueillir comme information. La qualité du bois, son examen avec des sortes de scanners, etc., montrant que certains de ces signes ont disparu, mais qu'ils avaient été déjà inscrits. Enfin bref, beaucoup d'éléments qui montrent que, en tout cas, la tablette de Berlin se situe dans sa réalisation dans la première partie du 19e siècle. Alors, Voilà. moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle raconte. Ah non, ça, on Voilà, ne sait ça, absolument pas. on ne sait toujours Oui. pas. On sait que, Alors, bon, voilà, elle a alors, peut-être été écrite parce qu'ils avaient envie de raconter quelque chose, après avoir vu des Européens écrire, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, on ne sait toujours pas parce que, par exemple, Monseigneur Tépano-Jossen, quand il a, disons, récupéré un certain nombre de Pasquans à la mission de Tahiti dans la première partie du 19e siècle, il a eu en main certaines de ces tablettes. Et un jour, il convoque un Pasquan en lui demandant de lui lire la tablette. Et le Pasquan, sans aucune difficulté, se met à lui psalmodier, on va dire, le contenu de la tablette. Mais Tépano-Jossen, dans un esprit finalement déjà très scientifique, se met à recopier tout ce que lui dit le Pasquan. Puis il laisse la tablette de côté pendant un certain temps et quelques mois plus tard, il réinterroge le même Pasquan en lui demandant de lui relire la tablette. Et là, il lui raconte quelque chose de complètement différent. Donc, au final, On ne saura visiblement, pas. dans la première partie du 19e siècle, ils n'en savaient pas bien plus que nous maintenant. Bon, écoute, c'est amusant, ça, comme anecdote. Et alors, donc, tu t'arrêtes à quelle période Alors, ça, c'est la première période des réflexions sur l'oralité. Ensuite, enfin, la première partie. La deuxième partie concerne les Européens, qu'ils soient des explorateurs ou des missionnaires, qui ont beaucoup contribué à la conservation de la langue polynésienne à travers la rédaction de lexiques, de grammaire et de beaucoup d'ouvrages. Et puis, j'atteins la troisième partie en poussant une réflexion avec des documents issus de missionnaires, poussant la réflexion quant à la scolarisation des enfants polynésiens. C'est-à-dire que les missionnaires ont ouvert des écoles, les protestants, puis les catholiques. Ils ont ouvert des écoles tout au long du 19e siècle pour enseigner.
Et donc, l'idée de passer aussi de l'oralité à l'écrit à travers l'enseignement. Mais il s'avère que cet enseignement s'est fait en grande partie en langue tahitienne ou en langue vernaculaire, parce que c'était assez difficile d'impliquer des enfants dans l'idée d'une scolarité. Ils ne passaient les premiers temps d'avoir vu ce qu'était une école, eh bien, ils la quittaient et n'y revenaient pas. Et ils faisaient de façon très marquée l'école buissonnière, ce qui a beaucoup désolé les missionnaires, aussi bien protestants. Chape école, ça se fait Chape encore. école, ils ont beaucoup chapé. Et donc, aussi bien les protestants que les catholiques, eh bien, ont vu leurs élèves s'en aller, s'enfuir, ne pas revenir. Et à la fin du siècle et au début du XXe, eh bien, on a une réflexion du gouverneur en 1914 qui se désole qu'après tant d'années et de capitaux investis, eh bien, les résultats sont aussi décevants. Donc, les résultats concernant la scolarité ont été très faibles tout au long du XIXe siècle. Et il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et une période qui se situe entre 1950 et 1980 pour que là, c'est la période où on a obligé les enfants à ne parler plus que le français. Mais c'est seulement au cours de cette période-là, c'est-à-dire une trentaine d'années, que on a obligé à pratiquer l'enseignement qu'en langue française. Alors évidemment, c'était dans l'idée d'établir un espèce de socle commun de connaissances pour tous les habitants de Polynésie, mais aussi c'était le vœu des familles, parce qu'à partir des années 1950-1960, les familles considèrent que pour que leurs enfants accèdent à une forme de réussite sociale, il fallait qu'ils parlent le français. De fait, on ne parlait plus que le français à la maison, enfin pas partout évidemment, hein. Dans des îles éloignées de Tahiti, on continuait à parler les langues locales. Mais surtout à Tahiti, eh bien, c'était un espèce de vecteur de réussite que de pratiquer et de savoir lire et écrire et parler le français. Et c'est vrai que les punitions étaient les coups de règle, de tiges de caféier si on ne Et le parlait coquillage. pas le français. Et le coquillage. Voilà, Le dernier de la journée qui avait le coquillage dans la main parce qu'il avait parlé tahitien ou Pomotu était puni. Il allait voilà, ramasser voilà. les peus, c'est-à-dire que c'était assimilé aux ordures et c'était terrible. Voilà, mais à la fin du livre, je fais un parallèle avec la France et je montre, enfin la France métropolitaine, et je montre que finalement, les langues régionales ont subi le même sort, Oui, tout à le fait. breton, L'occitan, le breton, l'auvergnat, bien sûr. voilà, le basque, l'occitan, etc. Et alors là, ça remonte encore plus avant, dès la Troisième République, là, on va sanctionner les enfants avec des châtiments corporels s'ils ne parlent pas le français. Et des châtiments parfois très sévères. Ah oui, c'était pas simplement un Oui, petit coup de règle, c'était terrible. non, Des sévices, on non. peut carrément appeler ça des sévices. Voilà, parce que l'idée des hussards de la République, c'était que désormais, on allait tous parler le français. Alors qu'on soit un breton, un auvergnat, un occitan, peu importe, un alsacien, il fallait que tous parlent le français. Et s'ils ne le parlaient pas, ils étaient punis et sévèrement. Et oui, c'est comme ça qu'il y a pas mal de langues régionales qui ont été un petit peu oubliées, mais il y a une résurgence de toutes ces langues. Voilà. Et alors, donc, à partir des années 80, là, il y a des lois qui réintroduisent les langues régionales dans le cursus de l'enseignement, enfin dans les heures d'enseignement, comme à Tahiti dès 1981, 2 heures et demie de tahitien, donc, ou de langue, enfin d'abord du tahitien, puis après il y aura le marquisien, etc., sont obligatoires dans l'enseignement. Et à partir de là, on a aussi le retour de l'identité culturelle, hein, renouveau de l'identité culturelle partout dans le monde et bien sûr en Polynésie.
ce qui va contribuer avec le Ori Tahiti, avec toutes les pratiques que l'on connaît, eh bien, à favoriser à nouveau la reconquête de l'identité culturelle. Bien, mais alors c'est la conclusion de ton ouvrage? Eh bien, oui, que finalement, si on fait une comparaison avec les petits métropolitains, disons, du début du XXe siècle ou au cours du XXe siècle et les petits Polynésiens, finalement, disons qu'en Polynésie, la langue s'est quand même mieux conservée que la pratique de l'occitan, de l'auvergnat, etc., qui est quasiment en- en déclin total, alors qu'ici, on a quand même un journal en langue tahitienne, un journal en langue française, des émissions en langue polynésienne, etc. Et donc, ce qui n'est pas le cas journalièrement dans les régions françaises. Et Ah, mais pourtant, elles avaient des En langues. Corse, c'est bien, ouais, il y en a encore. Ah, bon, en Corse, mais la C'est Corse pas est, pareil. comme tu le sais, une spécificité à elle-même. Ah ben, heureusement. Eh bien, écoute, Corinne, j'ai hâte de me plonger dans cet ouvrage. Et comme Voilà, alors je oui, fais une dédicace samedi 11 décembre à la librairie Climat, place de la Cathédrale, de 9 h à midi. Et donc, je serai ravie de recevoir toute personne voulant discuter du sujet. et répondre, oui, tu pourras répondre à toutes les questions qui sont soulevées grâce à ce livre. Par exemple, Eh bien, merci, Corinne. voilà. Merci beaucoup, Martine.